Les rayons du soleil matinal filtraient à travers les persiennes de l'appartement romain d'Eliane et Marco, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Eliane, debout au milieu du salon, contemplait les valises posées près de la porte d'entrée. Ses yeux trahissaient une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler depuis plusieurs semaines. Son départ pour Milan approchait, et une sensation désagréable lui nouait l'estomac. « Tu es sûre que tu as tout ce qu'il te faut ?» demanda Marco en entrant dans la pièce, une tasse de café à la main. Il s'approcha d'elle et déposa un baiser distrait sur sa joue. « Je crois, oui », répondit Eliane en vérifiant une dernière fois son passeport et ses documents professionnels. 5 semaines. Ce n'est pas si long après tout. Marco acquiesça, le regard fuyant. « Le temps passera vite, tu verras. Et puis, c'est une opportunité que tu ne pouvais pas refuser. » Eliane observa son mari. Depuis combien de temps cette distance s'était-elle installée entre eux ? 6 mois ? 1 an peut-être ? Elle ne saurait le dire avec précision. Elle se souvenait pourtant de leur installation dans ce charmant quartier du Trastevere, de leur enthousiasme à découvrir les ruelles pittoresques, les trattorias authentiques. Aujourd'hui, tout semblait différent. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Sofia. « N'oublie pas ce dont nous avons parlé. Appelle-moi quand ce sera fait. » Eliane serra le téléphone dans sa main. La conversation qu'elle avait eue avec Sofia 3 jours plus tôt résonnait encore dans son esprit. « Je ne comprends pas pourquoi tu insistes tant », avait-elle dit à sa sœur, alors qu'elle partageait un espresso sur la terrasse d'un café près de la Piazza Navona. « Parce que je te connais, Eliane », avait répondu Sofia en baissant la voix. « Et je connais les hommes comme Marco. Tu as remarqué ces appels qu'il reçoit tard le soir, ces week-ends de travail soudains, son parfum qui change. Ce sont des coïncidences. Rien de plus, » avait protesté Eliane, refusant d'admettre que ces détails l'avaient également troublée. « Peut-être, » avait concédé Sofia. « Mais 5 semaines d'absence, c'est long. Si j'étais toi, j'installerais un micro dans l'appartement avant de partir, pour ta tranquillité d'esprit. » L'idée avait d'abord scandalisé Eliane. Espionner son propre mari, c'était impensable. Et pourtant, la veille, elle s'était rendue dans une boutique d'électronique du centre-ville de Rome. « Je peux vous aider, madame ?» avait demandé le vendeur, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes épaisses. « Je cherche un dispositif d'enregistrement, discret, fiable. » Les mots avaient eu du mal à sortir. « Pour quel usage, si je puis me permettre ? Sécurité domestique, » avait-elle répondu rapidement, évitant son regard inquisiteur. Elle était repartie avec un petit boîtier noir, pas plus grand qu'un briquet, capable d'enregistrer pendant plusieurs jours et de transmettre les fichiers audio directement sur son téléphone via une application dédiée. Maintenant, debout dans son salon, elle hésitait encore. Le micro était dans sa poche, pesant comme une pierre. « Je vais prendre une douche avant de partir », annonça Marco en déposant sa tasse dans l'évier. Dès que la porte de la salle de bain se referma et que le bruit de l'eau se fit entendre, Eliane agit rapidement. Elle parcourut l'appartement des yeux, cherchant l'endroit idéal. Son regard s'arrêta sur la bibliothèque en bois sombre qui occupait un pan de mur entier. Elle s'approcha, déplaça légèrement un vase en céramique et glissa le dispositif derrière, entre 2 livres rarement consultés. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle activait l'appareil via son téléphone. Une petite lumière verte confirma que l'enregistrement avait commencé. Elle remit tout en place, effaçant toute trace de son passage. Le bruit de l'eau cessa. Eliane s'éloigna rapidement de la bibliothèque et reprit sa place près des valises, le cœur battant. « Tu es prête ? Le taxi ne va pas tarder !» lança Marco en sortant de la salle de bain, une serviette autour de la taille. « Oui, tout est prêt !» répondit-elle, tentant de maîtriser le tremblement dans sa voix. 1 heure plus tard, il se tenait sur le quai de la gare Termini, entouré par la foule des voyageurs pressés. Le train pour Milan était annoncé avec un léger retard. « Tu m'appelleras en arrivant ?» demanda Marco en l'enlaçant. « Bien sûr », promit Eliane en se blottissant contre lui, cherchant dans cette étreinte la chaleur familière qui semblait s'être évanouie ces derniers mois. Le haut-parleur annonça l'arrivée imminente du train. Eliane sentit son estomac se nouer davantage. « Je devrais y aller », murmura-t-elle en se détachant doucement. Marco hocha la tête. « Je te souhaite bonne chance pour ce projet. Tu vas les impressionner, j'en suis sûre. »« Merci », répondit-elle simplement. Alors qu'elle montait dans le wagon, traînant sa valise derrière elle, Eliane ne put s'empêcher de se retourner une dernière fois. Marco était toujours là, immobile au milieu de la foule mouvante, son téléphone déjà à la main. À qui allait-il écrire si rapidement après son départ ? Le train s'ébranla lentement. Eliane trouva sa place,
rangea sa valise et s'installa près de la fenêtre. Le paysage urbain de Rome commença à défiler sous ses yeux, remplacé progressivement par la campagne italienne verdoyante. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application liée au microphone. L'appareil fonctionnait parfaitement, captant les sons de son appartement désormais vide. Elle hésita un instant, puis éteignit l'application. Elle n'était pas encore prête à écouter. Pas maintenant. « Vous désirez boire quelque chose, madame ?» demanda le contrôleur en passant près d'elle avec son chariot. « Un café, s'il vous plaît. Serré. » Tandis que le train filait vers le nord, Eliane regardait défiler le paysage sans vraiment le voir. Son esprit était resté à Rome, dans cet appartement où un petit dispositif noir enregistrait désormais chaque son, chaque mouvement, chaque secret. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmura-t-elle pour elle-même, tandis que le contrôleur déposait la tasse de café devant elle. Le voyage jusqu'à Milan lui parut interminable. À son arrivée, elle fut accueillie par une jeune femme de la société qui l'avait engagée pour cette mission. « Bienvenue à Milan, Madame Laurent !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « J'espère que votre voyage s'est bien passé. Nous avons réservé une chambre pour vous à l'hôtel Excelsior, près de notre siège. La première réunion est prévue demain matin à 9h. » Eliane acquiesça, tentant de se concentrer sur les informations professionnelles plutôt que sur le tourbillon d'émotions qui l'agitait intérieurement. Dans sa chambre d'hôtel, elle déballa méthodiquement ses affaires, rangea ses vêtements, installa son ordinateur portable sur le bureau, des gestes mécaniques qui ne parvenaient pas à apaiser son anxiété. Finalement, elle s'assit sur le lit, téléphone en main. L'application était toujours là, attendant d'être ouverte. 4 heures s'étaient écoulées depuis son départ. Qu'allait-elle découvrir en écoutant ? Pas maintenant, décida-t-elle en posant le téléphone sur la table de nuit. Je dois me concentrer sur mon travail. J'écouterai dans quelques jours. Mais au fond d'elle-même, Eliane savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la curiosité ou la peur ne l'emporte. Le micro était en place. L'enregistrement se poursuivait. Et bientôt, très bientôt, elle connaîtrait la vérité sur ce qui se passait dans son appartement romain en son absence. Le cœur battant, les mains moites, Eliane ignore encore que ce petit appareil dissimulé dans sa bibliothèque va bouleverser irrémédiablement le cours de sa vie. Qu'entendra-t-elle dans ces enregistrements qui la poussent à revenir précipitamment à Rome ? Et surtout, sera-t-elle prête à affronter la vérité qui se cache derrière les murs de son foyer ? 3 ans plus tôt, Eliane et Marco s'étaient installés dans leur appartement du Trastevere avec l'enthousiasme des nouveaux mariés. L'immeuble ancien aux murs ocre, orné de volets verts et de balcons en fer forgé, était devenu leur refuge. Chaque pierre semblait raconter une histoire, comme celle qu'ils espéraient écrire ensemble. « Regarde ces plafonds !» s'était exclamée Eliane en pénétrant pour la première fois dans ce qui allait devenir leur salon. « Ces moulures, ces fresques, c'est comme vivre dans un musée. » Marco avait souri en laissant sa taille par derrière. « Un musée où nous serons les seuls visiteurs. » Leur rencontre à l'ambassade française, lors d'une réception diplomatique, avait été le début d'une romance passionnée. Marco, architecte romain au charme ravageur, avait conquis Eliane dès les premiers instants. Elle, spécialiste en restauration d'œuvres d'art françaises, avait succombé à son sourire énigmatique et à sa connaissance approfondie du patrimoine italien. Les premiers mois de cohabitation avaient été idylliques. Ils passaient leur week-end à explorer Rome, s'aventurant dans des quartiers méconnus des touristes, découvrant des trattorias familiales où les propriétaires finissaient par les connaître par leur prénom. À Marco et Eliane, avait lancé Gianni, le patron de leur restaurant favori, en levant son verre de Montepulciano lors de leur premier anniversaire de mariage. Au couple franco-italien le plus amoureux de tout Rome, mais progressivement, presque imperceptiblement, quelque chose avait changé. Les dîners aux chandelles s'étaient espacés, les longues promenades dominicales le long du Tibre avaient été remplacées par des matinées où chacun vaquait à ses occupations. Marco plongeait dans ses plans d'architecte, Eliane cataloguant des œuvres pour le musée qu'il employait. « Tu rentres tard ce soir », avait remarqué Eliane 6 mois auparavant, alors que Marco franchissait la porte de l'appartement bien après minuit. « Un client difficile », avait-il répondu en déposant sa sacoche sur le canapé. « Tu connais ces investisseurs américains, ils veulent tout de suite. » Eliane avait hoché la tête, observant son mari se servir un verre de whisky sans lui proposer de se joindre à lui. Un geste qui, autrefois, aurait été impensable. Au fil des semaines, les explications de Marco s'étaient multipliées. Réunions tardives, dîners professionnels, révisions urgentes de plans. Eliane avait tenté de raviver la flamme, préparant des plats élaborés, achetant de la lingerie fine,
proposant des week-ends dans les collines toscanes. Mais Marco semblait toujours préoccupé, son esprit ailleurs. « J'ai obtenu un poste pour restaurer une collection privée à Milan », avait-elle annoncé un soir, 2 mois avant son départ, espérant susciter une réaction. Marco avait levé les yeux de son téléphone. « Milan ? Pour combien de temps ? 5 semaines. C'est une opportunité extraordinaire. Des œuvres jamais exposées, certaines datant de la Renaissance. Tu devrais accepter » avait-il répondu avec un enthousiasme qui l'avait déstabilisé. Ce serait idiot de refuser. Kin. Cette nuit-là, allongée à côté de Marco endormi, Eliane avait fixé le plafond, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Son mari n'avait même pas évoqué la possibilité de lui manquer pendant ces 5 longues semaines. Un matin, alors qu'elle préparait le café, elle avait aperçu une notification sur le téléphone de Marco, laissée sur le comptoir de la cuisine. Un message de Lucia, accompagné d'un emoji cœur. Lorsqu'elle avait interrogé Marco à ce sujet, il avait expliqué qu'il s'agissait d'une nouvelle cliente, très expressive dans ses communications. « Tu sais comment sont les Italiennes ?» avait-il plaisanté. « Tout est toujours exagéré. » Eliane avait tenté de se convaincre qu'il disait la vérité. Après tout, elle-même travaillait avec plusieurs hommes sans que cela ne pose problème. Et puis, Marco avait toujours été sociable, chaleureux avec tout le monde. Pourtant, les doutes s'étaient installés. Elle avait commencé à remarquer de petits changements. Marco qui verrouillait systématiquement son téléphone, des parfums qu'elle ne lui connaissait pas, des chemises qu'elle ne se souvenait pas avoir lavées. « Tu es distante ces derniers temps », lui avait reproché Marco une semaine avant son départ pour Milan. Eliane avait failli s'étrangler avec son thé. « Moi ? Distante ? Oui, toi. Tu passes ton temps à préparer ce voyage, à parler avec ta sœur. J'ai l'impression que tu es déjà partie. » La dispute qui avait suivi avait été brève mais intense. Pour la première fois, Eliane avait mentionné ses soupçons, ses inquiétudes. Marco s'était montré offensé, blessé même. « Comment peux-tu penser une chose pareille ?» avait-il demandé, les yeux brillants d'indignation. Après tout ce que nous avons construit ensemble, Eliane s'était excusée, honteuse d'avoir exprimé ses doutes. Marco l'avait prise dans ses bras, l'avait embrassée avec une passion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je t'aime », avait-il murmuré contre ses lèvres. « Je t'aime aussi », avait-elle répondu, voulant désespérément y croire. Les jours suivants, Marco s'était montré particulièrement attentionné. Il avait réservé une table dans leur restaurant préféré, lui avait offert un bracelet en argent gravé de leurs initiales, avait même proposé de l'accompagner à la gare le jour de son départ. « Tu vois ?» avait déclaré triomphalement Eliane lors d'un appel avec sa sœur. « J'avais tort de m'inquiéter, Marco est toujours le même. » Sofia avait gardé le silence quelques instants avant de répondre. « Je te souhaite d'avoir raison, ma chérie. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit à propos du micro. » La veille de son départ, Eliane et Marco avaient partagé une bouteille de vin sur leur petit balcon, admirant les lumières de Rome qui scintillaient dans la nuit. « Cette ville ne cessera jamais de m'émerveiller », avait confié Eliane, la tête posée sur l'épaule de son mari. « C'est pour ça que tu es tombée amoureuse de moi, non ?» avait plaisanté Marco. « Pour avoir un guide personnel dans la ville éternelle. » Ils avaient ri ensemble, comme au début de leur relation. Pendant un bref instant, Eliane avait cru que tout allait s'arranger, que ces 5 semaines à Milan seraient peut-être bénéfiques pour leur couple, une façon de raviver le désir par l'absence. Mais alors qu'ils se préparaient à se coucher, le téléphone de Marco avait vibré. Il l'avait consulté rapidement, avait froncé les sourcils, puis l'avait éteint sans répondre. « Qui était-ce » avait demandé Eliane, tentant de paraître désinvolte. « Personne d'important », avait-il répondu en se glissant sous les draps. « Juste un message publicitaire. » Cette nuit-là, allongée contre le corps endormi de Marco, Eliane avait pris sa décision. Le lendemain, elle achèterait ce micro dont Sofia lui avait parlé. Non pas parce qu'elle était certaine de l'infidélité de son mari, mais parce qu'elle ne supportait plus cette incertitude qui la rongeait jour après jour. L'amour qu'elle éprouvait pour Marco était toujours présent, enfoui sous les couches de doute et de méfiance. Elle espérait, au fond d'elle-même, que l'enregistrement ne révélerait rien de compromettant, que ses soupçons se révéleraient infondés, que leur histoire pourrait reprendre son cours, plus forte qu'avant. Mais une petite voix, insidieuse, lui soufflait que rien ne serait plus jamais comme avant, que ces 5 semaines à Milan marqueraient un tournant dans leur relation, et que le micro dissimulé dans leur bibliothèque serait le témoin silencieux d'une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. Le 3e jour de son séjour à Milan, Eliane émergea d'une réunion épuisante avec les propriétaires de la collection qu'elle devait restaurer. La famille Bianchi possédait des toiles remarquables,
dont certaines n'avaient jamais été exposées au public. L'enjeu professionnel était considérable, mais son esprit restait ancré à Rome, dans cet appartement où le micro enregistrait patiemment. Elle pénétra dans sa chambre d'hôtel et se laissa tomber sur le lit, fixant le plafond orné de moulures délicates. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Le nom de Sofia s'afficha sur l'écran. « Allô ?» répondit Eliane, la voix teintée de fatigue. « C'est moi », annonça Sofia de son ton énergique habituel. « Comment se passe Milan ? As-tu déjà rencontré les fameux collectionneurs ? » « Oui, ce matin. La collection est extraordinaire. Des Caravages inédits, un possible Titien non attribué. » Eliane s'interrompit, consciente que sa voix manquait d'enthousiasme malgré la nature exceptionnelle de sa mission. Un silence s'installa, que Sofia rompit avec la franchise qui la caractérisait. « Tu ne l'as toujours pas fait, n'est-ce pas ?» Eliane soupira, comprenant immédiatement à quoi sa sœur faisait référence. « Non, je n'ai pas encore écouté les enregistrements. »« Pourquoi ?» insista Sofia. « Le micro fonctionne. Tu me l'as confirmé avant-hier. Qu'est-ce que tu attends ?» Eliane se redressa et s'approcha de la fenêtre. La cathédrale de Milan se dressait au loin, majestueuse sous le soleil déclinant. « J'ai peur, Sofia. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. »« Et tu préfères vivre dans l'ignorance ?» La voix de Sofia se radoucit. « Écoute, petite sœur, je comprends ta réticence. Mais cette situation te ronge depuis des mois. Ces soupçons, ces doutes, ils t'empoisonnent. Et si je n'entends rien d'anormal, si Marco passe simplement ses soirées à travailler ou à regarder la télévision, je me sentirai terriblement coupable d'avoir douté de lui. Alors tu seras rassurée, » répondit Sofia avec pragmatisme. « Tu pourras profiter pleinement de ton séjour à Milan et rentrer l'esprit tranquille. » Eliane se mordit à la lèvre, hésitante. « Et si j'entends autre chose ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Les deux sœurs savaient parfaitement ce qu'impliquait cette question. « Dans ce cas, » reprit Sofia doucement, « tu auras la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut mieux que l'incertitude qui te torture actuellement. » Eliane ferma les yeux, laissant les paroles de sa sœur pénétrer son esprit. Depuis combien de temps vivait-elle avec cette boule au ventre, ce sentiment diffus que quelque chose n'allait pas dans son mariage? Trop longtemps, probablement. « Tu te souviens de ce que papa disait toujours ?» poursuivit Sofia, invoquant la mémoire de leur père décédé 5 ans plus tôt. « Le doute est un poison lent qui tue l'âme à petit feu », récita Eliane, un faible sourire aux lèvres. « Exactement. Et tu sais qu'il avait raison. » Sofia marqua une pause. « Écoute ces enregistrements, Eliane. Quoi que tu y découvres, tu pourras enfin avancer. » Un coup frappé à la porte de sa chambre interrompit leur conversation. « Je dois te laisser. Quelqu'un frappe. Promets-moi que tu vas le faire. Ce soir. » Eliane hésita un instant. « D'accord, je te rappelle demain. » Elle raccrocha et alla ouvrir. C'était une femme de chambre venue déposer des serviettes propres. Eliane la remercia distraitement et referma la porte, l'esprit toujours occupé par sa conversation avec Sofia. Elle s'assit sur le bord du lit et alluma son ordinateur portable. Les fichiers audio s'y trouvaient déjà, téléchargés automatiquement via l'application liée au micro. 3 jours d'enregistrement. Elle survola les horodatages, remarquant des périodes de silence, correspondant probablement aux heures où l'appartement était vide, et d'autres moments où l'activité sonore était plus intense. Son doigt resta suspendu au-dessus du pavé tactile. Allait-elle vraiment franchir ce pas? Violer l'intimité de son mari de cette façon? Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Marco cette fois. « Journée chargée au cabinet. Comment se passe Milan? Tu me manques. » Ces mots auraient dû la réconforter. Au lieu de cela, ils intensifièrent son malaise. Marco ne lui avait jamais envoyé ce genre de message pendant ses précédents déplacements professionnels. Pourquoi commencer maintenant? Était-ce de la culpabilité? Une façon de détourner les soupçons? Elle laissa le message sans réponse et fixa de nouveau l'écran de son ordinateur. Les fichiers audio semblèrent la narguer. Son téléphone sonna une 3e fois. Sofia à nouveau. « Désolée de te harceler », s'excusa sa sœur. « Mais je te connais trop bien. Tu es en train de tergiverser, n'est-ce pas ?» Eliane ne put s'empêcher de rire malgré la tension. « Tu me surveilles ou quoi ?»« Non, je te connais, c'est tout. Depuis que nous sommes petites, tu as toujours préféré l'incertitude à une vérité désagréable. Rappelle-toi quand tu refusais d'ouvrir tes bulletins de notes. » Ce souvenir d'enfance arracha un sourire à Eliane. C'était différent. Pas tant que ça. Sofia prit une profonde inspiration. « Écoute, je ne voulais pas te le dire tout de suite, mais puisque tu hésites encore, j'ai croisé Marco il y a 2 semaines. » Le cœur d'Eliane se serra. « Où ça? Au jardin des Orangers. » Il n'était pas seul. Un silence pesant s'installa. Eliane sentit sa gorge se nouer. Qui était avec lui? Une femme. Brune. Élégante. Ils avaient d'aller
proche. Je n'ai pas voulu t'en parler avant ton départ pour ne pas te perturber, mais maintenant, tu aurais dû me le dire, murmura Eliane, une sensation glacée envahissant sa poitrine. Peut-être, mais je n'étais pas certaine. Ça aurait pu être une cliente, une collègue. C'est pour ça que je t'ai suggéré le micro, pour que tu puisses savoir avec certitude. Eliane ferma les yeux, tentant de contrôler le tremblement de ses mains. Je vais écouter les enregistrements. Maintenant, tu veux que je reste au téléphone ? Proposa Sophia, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Non, je préfère être seule. Je te rappellerai après. Après avoir raccroché, Eliane resta immobile quelques minutes, rassemblant son courage. Puis, d'un geste décidé, elle cliqua sur le premier fichier audio, correspondant à la soirée suivant son départ. Les premiers sons étaient anodins. Marco rentrant à l'appartement, déposant ses clés, ouvrant le réfrigérateur, allumant la télévision. La banalité de ces bruits quotidiens la rassura presque. Mais elle continua d'écouter, avançant dans l'enregistrement. 2 heures plus tard, elle entendit le son de la sonnette, puis la voix de Marco, légèrement étouffée par la distance avec le micro. « Entre, je t'attendais. » Une voix féminine répondit, trop lointaine pour être clairement identifiable. Des bruits de pas, des rires. Puis la voix se rapprocha, devenant plus distincte. « J'ai apporté une bouteille de ce vin que tu adores. » Le cœur d'Eliane se figea. Cette voix, elle la connaissait, parfaitement. Des bruits de verre qui s'entrechoquent. Puis la voix de Marco, tendre, intime. À nous, à notre secret. Eliane sentit les larmes couler sur ses joues. Ce n'était pas une cliente, pas une collègue. C'était une voix qu'elle connaissait depuis des années. Une voix qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre dans son appartement en son absence. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Marco. « Tout va bien ? Tu n'as pas répondu à mon dernier message. » D'une main tremblante, Eliane prit son téléphone et composa le numéro de Sophia. Sa sœur répondit à la première sonnerie. « Eliane, qu'as-tu entendu ?» La voix brisée par l'émotion, Eliane parvint à articuler « Je rentre à Rome, demain ». Le cœur battant à tout rompre, Eliane reprit l'enregistrement depuis le début, augmentant le volume pour ne manquer aucun détail. Les bruits familiers de son appartement romain résonnaient étrangement dans sa chambre d'hôtel milanaise, créant une dissonance troublante entre ces deux mondes. La voix de Marco, puis celle de cette femme, cette voix qu'elle connaissait si bien et qu'elle n'aurait jamais cru entendre dans ces circonstances. Lucia Moretti, sa meilleure amie à Rome, celle qui l'avait accueillie à son arrivée en Italie 3 ans plus tôt, celle qui avait été témoin à son mariage, celle à qui elle confiait ses doutes, ses espoirs, ses craintes. « Le dîner est presque prêt », annonçait Marco sur l'enregistrement. « J'ai préparé ces raviolis aux truffes que tu aimes tant. » Un rire cristallin, celui de Lucia. « Tu n'as jamais cuisiné ça pour Eliane ? » ?»« Non, c'est notre plat à nous. » Ces mots s'enfoncèrent comme des poignards dans le cœur d'Eliane. « Notre plat à nous. » Cette simple phrase révélait une intimité, une complicité qui dépassait largement le cadre d'une aventure récente. Depuis combien de temps la trompait-il ? Depuis combien de temps se moquait-il d'elle ? Les sons de couverts, de verres qui s'entrechoquent. Puis la voix de Lucia, plus douce. « Elle me manque quand même, tu sais, malgré tout. Je sais, elle me manque aussi d'une certaine façon. » Eliane sentit la nausée l'envahir. Comment osait-il parler d'elle ainsi, avec cette fausse compassion, alors qu'il la trahissait de la pire des manières ? Mais ces 5 semaines sont une opportunité, poursuivait Marco. Nous n'avons jamais eu autant de temps devant nous. Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ? Un silence. Puis la voix de Marco, teintée d'une assurance qui fit frémir Eliane. Non, elle est complètement aveugle. Tu sais comment elle est, toujours plongée dans ses livres d'art, dans son monde. Elle ne voit rien de ce qui se passe sous son nez. Des rires complices, le bruit d'un baiser, puis des pas qui s'éloignent, probablement vers la chambre à coucher. Leur chambre. Eliane arrêta l'enregistrement, incapable d'en supporter davantage. Les larmes coulaient librement sur son visage, mais une sensation nouvelle émergeait progressivement au milieu de sa douleur. Une colère froide, calculatrice, qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle composa le numéro de Sophia, qui répondit immédiatement. « Alors ?» demanda sa sœur, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « C'est Lucia », répondit Eliane d'une voix étrangement calme. « Ma meilleure amie, celle qui m'a aidée à choisir ma robe de mariée. » Un silence horrifié accueillit cette révélation. « Oh mon Dieu, Eliane, je suis tellement désolée. Ne le sois pas. Au moins, maintenant je sais. » Eliane se leva et commença à rassembler ses affaires. « Je prends le premier train pour Rome demain matin. »« Attends !» s'exclama Sophia. « Ne fais rien d'impulsif. Tu dois réfléchir, te préparer.
Je ne vais pas débarquer chez eux en hurlant, si c'est ce qui t'inquiète, répondit Eliane avec un calme qui surprit sa propre sœur. J'ai besoin de voir de mes propres yeux, d'entendre de mes propres oreilles, et surtout, j'ai besoin de comprendre depuis combien de temps cette trahison dure. Elle continua d'écouter les enregistrements, pendant que Sophia restait silencieuse, à l'autre bout du fil. D'autres détails émergèrent, plus douloureux les uns que les autres. Des allusions à des week-ends passés ensemble pendant qu'Eliane était en déplacement professionnel, des projets d'avenir évoqués à demi-mot, et surtout, cette familiarité qui ne pouvait résulter que d'une relation de longue date. Ils se connaissent intimement, murmura Eliane, plus pour elle-même que pour sa sœur. Ce n'est pas une aventure récente, ça dure depuis... Mon Dieu, peut-être depuis le début. Eliane, je t'en prie, ne torture pas ainsi. Coupe cet enregistrement et concentre-toi sur ce que tu vas faire. Mais Eliane ne pouvait s'arrêter. Une partie d'elle-même avait besoin de connaître toute l'étendue de la trahison, comme si la douleur pouvait cautériser la plaie béante qui s'était ouverte dans son cœur. Sur l'enregistrement, la soirée avançait. Marco et Lucia étaient revenus dans le salon, probablement après avoir partagé le lit conjugal. Ils parlaient en maintenant plus librement, sans la retenue des premières heures. « Tu te souviens de la première fois ?» demandait Lucia, sa voix empreinte d'une nostalgie qui donna la nausée à Eliane. « Comment pourrais-je oublier ? C'était pendant sa visite à Paris, 3 mois après notre rencontre. » Eliane eut l'impression qu'on lui arrachait le cœur. 3 mois après leur rencontre, avant même leur fiançailles, avant leur projet de vie commune, avant tout. « J'ai toujours su que tu étais l'homme de ma vie », poursuivait Lucia sur l'enregistrement. « Même quand tu m'as annoncé que tu allais l'épouser. C'était compliqué à l'époque. Sa nationalité française, son poste au musée, c'était une opportunité pour moi, pour ma carrière. » Ces mots furent la goutte d'eau. Eliane coupa brutalement l'enregistrement, incapable d'en supporter davantage. « Il m'a épousée par intérêt », articula-t-elle, la voix brisée par les sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. « Pour ma nationalité, pour mes contacts dans le monde de l'art. » Eliane, la voix de Sophia était douce, protectrice. « Je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais imaginé. Moi non plus. » Eliane s'essuya les yeux d'un geste rageur. « Mais maintenant, je sais, et je ne serai plus jamais leur dupe. » Elle raccrocha après avoir promis à sa sœur d'être prudente. Puis elle se connecta au site de la compagnie ferroviaire italienne et réserva un billet pour le premier train du lendemain matin. L'idée de confronter immédiatement Marco lui avait traversé l'esprit, mais elle l'avait repoussé. Non, elle devait agir intelligemment, stratégiquement. Ouvrant son ordinateur portable, elle commença par envoyer un email à son employeur milanais, expliquant qu'une urgence familiale l'obligeait à retourner temporairement à Rome. Puis elle contacta le directeur du musée où elle travaillait habituellement, lui demandant de garder confidentiel son retour anticipé. Ensuite, elle rédigea un message à Marco. « La restauration avance bien, mais les journées sont épuisantes. Je risque d'être peu disponible ces prochains jours. Ne t'inquiète pas si je ne réponds pas immédiatement à tes messages. Je t'embrasse. » Ce mensonge lui laissait le champ libre pour observer, comprendre et surtout, préparer sa riposte. Car si une chose était devenue claire pour Eliane en écoutant ces enregistrements, c'était qu'elle ne se contenterait pas de subir cette humiliation en silence. Son téléphone vibra. Un message de Lucia. « Tu me manques, ma belle ? Milan se passe bien ? Marco m'a dit que tu étais débordée. N'oublie pas de respirer entre 2 toiles. Bisous. » L'audace, l'hypocrisie de ce message lui donna la nausée. Sa main tremblait tellement qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Comment Lucia pouvait-elle lui écrire avec tant de désinvolture, de fausse affection, alors qu'elle venait de passer la soirée dans les bras de son mari? Eliane se força à respirer profondément, puis répondit « Merci de prendre de mes nouvelles. Tout se passe merveilleusement bien ici. J'ai tellement à te raconter. À mon retour. » Ces derniers mots prirent une signification toute particulière à ses yeux. Oui, à son retour, elle aurait effectivement beaucoup à dire. Mais pas ce que Lucia imaginait. Elle passa le reste de la soirée à écouter les enregistrements, notant méticuleusement les détails importants, les contradictions dans les récits de Marco, les projets évoqués avec Lucia. Chaque information était une pièce du puzzle, un élément de la stratégie qu'elle commençait à élaborer. Vers minuit, épuisée par les émotions mais étrangement déterminée, elle prépara sa valise pour le départ matinal. En rangeant ses affaires, ses yeux tombèrent sur une photo encadrée qu'elle avait emportée. Marco et elle, sur le pont Saint-Ange, souriant à l'objectif, Rome resplendissante en arrière-plan. D'un geste sec, elle retourna le cadre face contre la table. Cette image appartenait désormais au passé, à une illusion qu'elle avait crue réelle. Demain, elle rentrerait à Rome, non pas en épouse amoureuse, mais en femme trahie,
déterminée à reprendre le contrôle de sa vie. Et ni Marco, ni Lucia ne se doutèrent de ce qui les attendait. Dans le train qui filait vers Rome, Eliane regardait défiler le paysage italien sans vraiment le voir. Les collines toscanes, habituellement source d'émerveillement, n'éveillaient en elle aucune émotion. Son esprit était ailleurs, plongé dans les méandres de son passé, cherchant à comprendre comment elle avait pu être aussi aveugle. Paris, 5 ans plus tôt. Éliane Laurent, brillante conservatrice adjointe au musée d'Orsay, venait de terminer une thèse remarquée sur les techniques de restauration des toiles de la Renaissance italienne. À 30 ans, elle avait déjà construit une carrière prometteuse, s'imposant dans un milieu souvent dominé par des experts plus âgés et plus conservateurs. Mademoiselle Laurent, la voix du directeur l'avait interrompue, alors qu'elle travaillait sur une petite toile attribuée à un élève de Raphaël. L'ambassade d'Italie nous a contactés. Ils recherchent un expert pour évaluer une collection privée récemment découverte à Rome. J'ai pensé à vous. Cette proposition avait changé le cours de sa vie. 3 semaines plus tard, elle atterrissait à Rome pour une mission temporaire de 6 mois. Le premier jour, à l'ambassade française, elle avait croisé le regard de Marco Ricci, consultant en architecture pour le projet de rénovation du bâtiment diplomatique. « Vous devez être Mademoiselle Laurent », avait-il déclaré avec un sourire charmeur et un français presque parfait. « On m'a chargé de vous montrer les merveilles architecturales de notre ville, si vous le souhaitez, bien entendu. » Eliane sourit amèrement à ce souvenir. Marco l'avait séduite avec une facilité déconcertante, jouant de son charme latin, de sa connaissance approfondie de l'art et de l'architecture romaine. Et elle, éblouie par cet homme cultivé et attentionné, était tombée amoureuse comme une adolescente. Le train s'arrêta brièvement dans une petite gare provinciale. Quelques voyageurs montèrent, d'autres descendirent. Eliane resta immobile, perdue dans ses souvenirs. Lucia était entrée dans sa vie peu après sa rencontre avec Marco. Française d'origine italienne, établie à Rome depuis une dizaine d'années, elle travaillait comme guide pour les visiteurs francophones. « Tu verras, Rome est une maîtresse exigeante », lui avait confié Lucia lors de leur première rencontre autour d'un apéritivo. « Elle te séduit, puis te dévore, mais on finit toujours par lui pardonner. » Quelle ironie, pensa Eliane. Lucia avait parlé de Rome, mais c'était elle qui s'était révélée être la véritable dévoreuse. L'amie précieuse qui l'avait aidée à s'intégrer dans la société romaine était en réalité le serpent niché dans son sein. Lorsque sa mission de 6 mois s'était achevée, Eliane avait dû faire un choix crucial. Retourner à Paris, où un poste prestigieux l'attendait au musée, ou accepter l'offre d'un petit musée romain qui lui proposait de superviser leur département de restauration. Un poste moins prestigieux, moins rémunéré, mais qui lui permettrait de rester près de Marco. « Tu ne peux pas renoncer à cette opportunité à Paris », lui avait dit sa mère au téléphone, la voix teintée d'inquiétude. « Tu as travaillé si dur pour en arriver là. »« L'amour ne se commande pas, maman », avait répondu Eliane, avec l'assurance de ceux qui croient avoir trouvé le bonheur. Et puis, Rome regorge de trésors artistiques. Ma carrière n'en souffrira pas. Premier sacrifice, premier compromis. Eliane avait choisi l'amour plutôt que l'ambition. Une décision qu'elle n'avait jamais regrettée, jusqu'à maintenant. 1 an plus tard, Marco lui demandait de l'épouser sur les marches de la Trinité des Monts, au coucher du soleil. Un moment magique, immortalisé par Lucia qui les avait accidentellement croisés et avait capturé la scène avec son appareil photo. « Je savais qu'il allait te demander en mariage aujourd'hui », avait avoué Lucia plus tard, les yeux brillants. Il voulait que je sois là pour immortaliser ce moment. Deuxième mensonge, réalisa maintenant Eliane. Lucia n'avait rien de l'amie complice. Elle était déjà l'amante, venue sans doute savourer perversement ce simulacre de bonheur. Le mariage avait été célébré 6 mois plus tard, dans une petite église du Trastevere. Sofia avait fait le voyage depuis Paris, accompagnée de leurs parents. La cérémonie avait été suivie d'une réception dans une villa sur les hauteurs de Rome. « Es-tu certaine de ton choix ?» lui avait demandé son père la veille du mariage, pendant leur promenade le long du Tibre. « Marco est charmant, mais je te trouve changé depuis que tu vis ici. Moins, toi-même. » Eliane avait balayé ses inquiétudes d'un revers de main. « Je suis heureuse, papa, vraiment heureuse. » Troisième mensonge, mais cette fois, elle se l'était fait à elle-même. Car pour s'intégrer parfaitement dans la vie romaine, pour être la femme que Marco semblait désirer, Eliane avait progressivement abandonné certaines parties d'elle-même. Sa franchise parfois brutale, son indépendance farouche, son ambition professionnelle, tout cela s'était dilué dans son désir de correspondre à l'image de l'épouse parfaite. Elle avait appris à cuisiner les plats traditionnels romains, délaissant la cuisine française qu'elle adorait. Elle avait adopté un style vestimentaire plus classique, plus féminin,
abandonnant les tenues bohèmes qu'elle affectionnait à Paris. Elle avait même renoncé à son projet d'ouvrir son propre atelier de restauration pour accepter un poste stable, mais moins stimulant dans un musée d'État. « Tu as tellement changé », lui avait fait remarquer Sophia lors de sa dernière visite, qu'est devenue ma sœur rebelle qui voulait révolutionner le monde de la restauration d'art. Eliane n'avait pas su quoi répondre. Ces transformations s'étaient opérées si subtilement qu'elle ne les avait pas perçues comme des sacrifices, mais comme des évolutions naturelles, des ajustements nécessaires à sa nouvelle vie. Le train entrait maintenant dans la banlieue romaine. Les immeubles modernes laissaient progressivement place aux bâtiments plus anciens du centre historique. Eliane sentit son cœur s'accélérer. Dans moins d'une heure, elle serait de retour dans cette ville qui l'avait tant fait rêver et qui, aujourd'hui, abritait sa plus grande désillusion. Son téléphone vibra. Un message de Marco. « J'espère que ta journée se passe bien. Je pense à toi. » Elle ne répondit pas, serrant l'appareil si fort que ses jointures blanchirent. La colère qui l'habitait depuis sa découverte avait mûri pendant le voyage, se transformant en une détermination froide et calculatrice. « Je ne sacrifierai plus rien », murmura-t-elle pour elle-même, tandis que le train ralentissait à l'approche de la gare Termini. Plus jamais. Le défilé des sacrifices continuait dans son esprit. Le désir d'enfant qu'elle avait mis en veilleuse, parce que Marco estimait que ce n'était pas encore le moment. Les week-ends en famille en France, qu'elle avait progressivement espacés parce qu'il préférait rester à Rome. Les amitiés françaises qu'elle avait laissées s'étioler pour se consacrer entièrement à son intégration dans le cercle social de son mari. Et le plus grand sacrifice de tous, sa confiance, cette capacité à croire en l'autre, à se livrer sans réserve, à construire sur la parole donnée. Marco et Lucia l'avaient brisé, peut-être irrémédiablement. Le train s'immobilisa enfin. Eliane se leva, attrapa sa valise et descendit sur le quai bondé de la gare Termini. L'agitation habituelle, les annonces tonitruantes, les embrassades des retrouvailles, tout semblait appartenir à un monde dont elle était désormais exclue. Elle héla un taxi et donna l'adresse, non pas de son appartement, mais de l'hôtel qu'elle avait réservé pendant le trajet. Un établissement discret du quartier Monti, suffisamment éloigné du Trastevere pour minimiser les risques de rencontres fortuites. « Première fois à Rome, madame ?» demanda le chauffeur dans un français approximatif, notant sans doute son air désorienté. « Non », répondit Eliane en italien. « Je connais très bien cette ville. Trop bien, peut-être. » Tandis que le taxi s'engouffrait dans la circulation chaotique romaine, Eliane contempla le Colisée qui se dressait, majestueux, témoin millénaire des drames humains. Combien d'histoires comme la sienne avait-il vu se dérouler à ses pieds? Combien de trahisons, de larmes, de renaissance? Car c'était bien de cela qu'il s'agissait désormais. Renaître, retrouver l'Eliane d'avant, celle qui ne craignait pas de bouleverser les conventions, celle qui avançait avec assurance vers ses objectifs. Cette femme existait toujours, quelque part en elle, sous les couches de compromis et de renoncement. « Nous sommes arrivés, madame », annonça le chauffeur en s'arrêtant devant un petit hôtel à la façade discrète. Eliane régla la course et pénétra dans l'établissement. Une fois dans sa chambre, elle ouvrit sa valise et en sortit un petit carnet noir, son journal intime abandonné depuis des années. Elle s'assit à la petite table près de la fenêtre qui offrait une vue sur les toits de Rome et commença à écrire. « Aujourd'hui, je reprends ma vie en main. » Le soleil déclinait sur Rome, baignant la ville éternelle d'une lumière dorée qui adoucissait les contours des bâtiments centenaires. Eliane contemplait ce spectacle depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel, un verre de Montepulciano à la main. 24 heures s'étaient écoulées depuis son arrivée, et elle n'avait toujours pas révélé sa présence à Marco ou à Lucia. Son téléphone vibra sur le lit, un message de son mari. « Comment se passe cette journée à Milan? Tu me manques. » Elle ne put réprimer un rire amer. La facilité avec laquelle il mentait était presque admirable. Sans répondre, elle reposa l'appareil et consulta sa montre. 18 heures. Marco serait probablement encore à son cabinet d'architecture. C'était le moment idéal pour mettre en œuvre la première phase de son plan. Eliane quitta l'hôtel d'un pas décidé et héla un taxi. « Via del Corso, s'il vous plaît », indiqua-t-elle au chauffeur. Celui-ci hocha la tête et s'engagea dans la circulation romaine. 20 minutes plus tard, elle descendait devant une boutique d'optique haut de gamme. La vendeuse l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider? J'aurais besoin de lunettes. Des lunettes de soleil avec une monture discrète mais élégante. Bien sûr. Pour quelle occasion ?» Eliane hésita un instant. « Disons, pour observer sans être reconnue. » La vendeuse haussa un sourcil, mais son professionnalisme reprit vite le dessus. « Je vois.
Suivez-moi, j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Après avoir choisi une paire aux verres légèrement teintés et à la monture fine, Eliane régla son achat et ressortit dans la rue animée. Son prochain arrêt, un salon de coiffure recommandé par la concierge de l'hôtel. « Un changement radical ?» proposa le coiffeur, en examinant sa longue chevelure brune. « Exactement. Quelque chose qui me rendrait méconnaissable au premier coup d'œil. » 2 heures plus tard, Eliane émergeait du salon métamorphosé. Ses longs cheveux bruns avaient laissé place à une coupe courte, moderne, avec quelques mèches blonds cendrées qui encadraient de parfaitement son visage. Associée aux lunettes, cette transformation lui conférait une allure sophistiquée qui différait considérablement de son apparence habituelle. De retour à l'hôtel, elle étudia son reflet dans le miroir, satisfaite. Elle enfila ensuite une tenue qu'elle venait d'acheter, un tailleur-pantalon noir, élégant mais neutre, qui ne ressemblait en rien aux vêtements qu'elle portait habituellement. Le déguisement était parfait. Son téléphone sonna. Cette fois, c'était Sophia. « Alors ?» demanda sa sœur sans préambule. « Tu es à Rome ?»« Oui, depuis hier. Je loge dans un petit hôtel du quartier Monti. Tu as confronté Marco ?» Eliane sourit. « Non, pas encore. Ce serait prématuré. » Un silence perplexe accueillit cette réponse. « Prématuré ? Mais qu'attends-tu exactement ? » « Je veux comprendre, Sophia. Comprendre l'étendue de leur trahison avant d'agir. Et surtout, je veux être certaine de ne rien laisser au hasard quand je déciderai de riposter. » « Eliane, tu me fais peur, » murmura Sophia. « Ce n'est pas ton genre d'être aussi calculatrice. »« Les gens changent quand on les trahit, » répondit simplement Eliane. « Ne t'inquiète pas, je ne prévois rien de dramatique. Juste une leçon. » Après avoir rassuré sa sœur, Eliane consulta sa montre. 20 heures, l'heure à laquelle Marco rentrait habituellement à l'appartement. Sauf s'il avait prévu de retrouver Lucia, bien sûr. Elle commanda un léger repas auprès du service d'étage, puis ouvrit son ordinateur portable. L'application liée au micro dissimulé dans leur bibliothèque était toujours active. Elle lança l'enregistrement de la journée. Pendant plusieurs heures, l'appartement était resté silencieux. Puis, vers 17 heures, elle entendit le bruit de la porte d'entrée. « Lucia ?» La voix de Marco résonna dans le vide de l'appartement. « Tu es là ?» Pas de réponse. Marco était seul. On entendait le froissement de vêtements, le bruit d'un sac posé sur la table, le réfrigérateur ouvert puis refermé. Puis, un appel téléphonique. La voix de Marco, douce, intime. « Oui, je viens de rentrer. »« Non. » Elle est toujours à Milan, submergée par son travail comme d'habitude. « Ce soir, je ne sais pas, je suis assez fatiguée. »« D'accord, si tu insistes. »« Chez toi, vers 9 heures. »« Parfait. Moi aussi, je t'aime. » Eliane ferma les yeux, laissant la douleur la traverser comme une vague. Puis, elle respira profondément et consulta à nouveau sa montre. 20h30. Marco devait être en route pour l'appartement de Lucia. C'était le moment idéal pour la deuxième phase de son plan. Elle quitta l'hôtel et prit un taxi pour le Trastevere. Mais au lieu de se rendre directement à son appartement, elle demanda au chauffeur de la déposer à une centaine de mètres. Le quartier était animé en cette soirée estivale. Des touristes et des habitants locaux peuplèrent les terrasses des restaurants et des bars. Eliane avança d'un pas assuré, ses nouvelles lunettes sur le nez, sa nouvelle coupe de cheveux la rendant pratiquement méconnaissable. Arrivée devant son immeuble, elle hésita. Et si Marco était encore là ? Si, pour une raison quelconque, il avait annulé son rendez-vous avec Lucia. Surmontant son appréhension, elle introduisit sa clé dans la serrure et pénétra dans le hall d'entrée. L'ascenseur était en panne, comme souvent dans ces vieux immeubles romains. Elle gravit donc les 4 étages à pied, tendant l'oreille à chaque palier. Devant la porte de son appartement, elle s'immobilisa, le cœur battant. Puis, avec une détermination renouvelée, elle inséra la clé dans la serrure et ouvrit la porte. L'appartement était plongé dans la pénombre, mais Eliane connaissait chaque recoin par cœur. Elle ne prit pas la peine d'allumer, se dirigeant directement vers la chambre à coucher. L'odeur de Lucia flottait dans l'air. Son parfum caractéristique, un mélange de jasmin et de vanille, imprégnait les draps que Marco n'avait même pas pris la peine de changer. Sur la table de nuit, côté Marco, un rouge à lèvres oublié. Eliane le reconnut immédiatement. Un Chanel que Lucia affectionnait particulièrement. Négligent, murmura-t-elle, une étrange satisfaction se mêlant à sa colère. Ces preuves irréfutables rendèrent sa position plus forte encore. Elle se dirigea ensuite vers le bureau de Marco, allumant cette fois une petite lampe pour y voir clair. Les dossiers étaient soigneusement rangés, comme toujours. Marco était méthodique dans son travail, à défaut d'être fidèle dans son mariage. Eliane ouvrit plusieurs tiroirs avant de trouver ce qu'elle cherchait. Un petit carnet noir
où Marco notait ses rendez-vous professionnels. Elle le feuilleta rapidement, son regard s'arrêtant sur les mentions de « elle » à des dates et des heures qui correspondaient à ses absences pour des déplacements professionnels. La méticulosité de cette documentation de la trahison avait quelque chose de grotesque. Marco avait planifié ses infidélités avec le même soin qu'il apportait à ses projets architecturaux. Un bruit dans l'entrée la fit sursauter. Elle éteignit précipitamment la lampe et se figea dans l'obscurité. Des pas dans le couloir, une clé dans la serrure. Eliane se glissa rapidement dans le dressing attenant à la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse sa présence. La porte d'entrée s'ouvrit. Une silhouette se dessina dans la pénombre du couloir. Marco. Il alluma la lumière du salon et se dirigea vers la cuisine, ne semblant pas remarquer les infimes changements que la présence d'Eliane avait pu laisser. Il ouvrit le réfrigérateur, en sortit une bouteille d'eau, puis consulta son téléphone. Eliane l'observait depuis sa cachette, frappée par l'étrangeté de la situation. Observait en secret celui qui partageait sa vie depuis 3 ans, comme s'il était devenu un étranger. Marco composa un numéro. « C'est moi. Oui, je sais que je suis en retard. Une urgence au cabinet. J'arrive dans 20 minutes. Le temps de prendre une douche rapide. » Il se dirigea vers la salle de bain. Dès que le bruit de l'eau se fit entendre, Eliane sortit de sa cachette et quitta silencieusement l'appartement, emportant avec elle le carnet noir et le rouge à lèvres de Lucia. Dans la rue, elle inspira profondément l'air tiède de la soirée romaine, soulagée d'avoir évité la confrontation. Le moment n'était pas encore venu. Elle avait besoin de plus d'éléments, d'un plan plus solide. Son téléphone vibra. Un message de Lucia. « Eliane, ma chérie, comment va Milan ? Marco m'a dit que tu étais débordée. N'oublie pas de souffler un peu. » La nausée l'envahit à nouveau devant tant d'hypocrisie. Mais elle se ressaisit rapidement et répondit « Tout va bien. Le travail est intense, mais passionnant. Et toi, quoi de neuf à Rome ? Jouer le jeu ? Faire semblant. Pour l'instant. » Sur le chemin du retour vers son hôtel, Eliane passa devant l'appartement de Lucia, situé à quelques rues seulement du leur. Les lumières étaient allumées. Elle était chez elle, attendant Marco pour une soirée d'amour volée. « Profitez bien, » murmura Eliane avec un sourire énigmatique. « Ça ne durera plus très longtemps. » Les jours qui suivirent son retour clandestin à Rome prirent pour Eliane l'allure d'une étrange chorégraphie. Chaque matin, elle envoyait à Marco un message évoquant sa prétendue vie milanaise, décrivant des restaurations d'œuvres inexistantes et des rencontres fictives avec des collectionneurs. Chaque soir, elle écoutait les enregistrements captés par le micro dans leur appartement, collectant méticuleusement les preuves de la double vie de son mari. Une semaine après son retour, Eliane s'installa à la terrasse d'un café près de la Piazza Navona, son carnet de notes ouvert devant elle. Ses nouveaux cheveux courts et ses lunettes teintées lui offraient un anonymat confortable dans cette ville où elle avait vécu 3 ans. « Un autre espresso, signora ?» demanda le serveur en italien. « Oui, merci », répondit-elle dans la même langue, avec un accent désormais presque parfait. Tandis qu'elle attendait sa commande, elle relut ses notes de la veille. Marco avait reçu un appel important, une conversation qu'elle avait soigneusement transcrite. « Monsieur Valenti, bonjour. Oui, les plans sont presque terminés. Non, personne n'est au courant de notre arrangement. 2%, comme convenu. En liquide, bien sûr. » Eliane avait rapidement identifié Alessandro Valenti, un promoteur immobilier controversé, connu pour ses méthodes douteuses et ses liens présumés avec certains milieux mafieux. Que pouvait bien mijoter Marco avec un personnage aussi sulfureux ? La réponse lui était venue le lendemain, lorsqu'elle avait entendu Marco expliquer le projet à Lucia. « C'est une opportunité en or », s'enthousiasmait-il. « Valenti me verse une commission pour modifier légèrement les plans du complexe résidentiel. Rien de dangereux, juste quelques ajustements qui permettront de construire 10 appartements supplémentaires. » « Et l'inspection des bâtiments ?» avait demandé Lucia, visiblement inquiète. « Valenti s'en occupe ?» avait répondu Marco, avec une désinvolture qui avait glacé Eliane. Il a des contacts partout. Cette découverte avait ouvert une nouvelle dimension dans son plan. Non seulement Marco l'a trompé avec sa meilleure amie, mais il se livrait également à des activités professionnelles frauduleuses. Une double trahison, personnelle et éthique. Le serveur déposa l'espresso sur la table, interrompant ses réflexions. Eliane le remercia d'un sourire absent et reprit son travail. Son plan se dessinait désormais clairement dans son esprit, mais sa mise en œuvre exigeait patience et précision. Première étape, contacter discrètement les collègues de Marco sans éveiller les soupçons. Eliane savait que le cabinet d'architecture où travaillait son mari employait une jeune réceptionniste française, Claire,
avec qui elle avait sympathisé lors des rares événements professionnels auxquels elle avait assisté. Elle composa son numéro, prenant soin de masquer le sien. Cabinet Moretti et associés. Bonjour. Claire, c'est Eliane Laurent. Comment vas-tu? Un silence surpris accueillit son appel. Eliane, je croyais que tu étais à Milan pour plusieurs semaines. C'est exact, mentit-elle avec aplomb. Mais j'ai besoin d'un service. Pourrais-tu me transmettre discrètement les plans du projet Valenti? C'est pour une surprise que je prépare pour Marco. Claire hésita un instant. Je ne sais pas si c'est très régulier. Je comprends tes réticences, répondit doucement Eliane. Mais c'est important. Et bien sûr, Marco n'en saura rien jusqu'à la surprise. Après quelques instants de négociations subtiles, Claire accepta. 2 heures plus tard, Eliane récupérait une enveloppe dans un petit café près du cabinet d'architecture. Les plans confirmèrent ses soupçons. Les modifications apportées par Marco réduisaient dangereusement l'espace entre les appartements et compromettaient certaines normes de sécurité. Rien de catastrophique, mais suffisamment pour constituer une infraction au règlement d'urbanisme italien. La deuxième étape de son plan concernait Lucia. Par une après-midi pluvieuse, dissimulée sous un parapluie noir, Eliane suivit son ancienne amie jusqu'à la galerie d'art où elle travaillait occasionnellement. Postée dans un café en face, elle observa pendant des heures le balai des visiteurs entrant et sortant de l'établissement. Vers 18h, un homme élégant, d'une 50aine d'années, entra dans la galerie. Eliane le reconnut immédiatement, Paolo Moretti, le patron de Marco. Intriguée, elle tendit l'oreille lorsqu'il ressortit une demi-heure plus tard, accompagné de Lucia. « Ce dîner tiendra toujours mardi prochain ?» demanda Paolo en embrassant Lucia sur les 2 joues. « Bien sûr », répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Marco a une réunion ce soir-là, nous serons tranquilles. » Cette révélation frappa Eliane comme un coup de poing. Non seulement Lucia la trahissait avec Marco, mais elle entretenait apparemment aussi une relation avec le patron de ce dernier. L'ironie de la situation aurait presque pu la faire rire, si la douleur n'avait pas été aussi vive. De retour à son hôtel, Eliane ajouta ces nouvelles informations à son dossier de plus en plus épais. Le piège se refermait lentement autour des traîtres. 3e étape. Établir un contact avec Alessandro Valenti lui-même. Cette partie du plan était la plus risquée, mais potentiellement la plus fructueuse. Elle choisit soigneusement sa tenue pour cette rencontre. Un tailleur rouge sombre, élégant sans être provoquant, des talons modérés et des bijoux discrets. Ses nouveaux cheveux courts, coiffés avec soin, complétaient cette image de femme d'affaires assurée. Le restaurant où Valenti déjeunait chaque vendredi, selon les informations glanées dans les conversations de Marco, était un établissement huppé près de la Via Veneto. Eliane s'y présenta à 13h précise, demandant une table proche de celle du promoteur. Lorsque Valenti entra, accompagné de 2 hommes à l'allure sévère, Eliane sentit son cœur s'accélérer. Était-elle en train de jouer avec le feu? Sans doute. Mais la colère qui l'animait depuis sa découverte avait étouffé sa prudence habituelle. Elle attendit que le promoteur soit installé, puis fit accidentellement tomber son sac près de sa table. En se penchant pour le ramasser, elle engagea la conversation en italien. « Pardonnez ma maladresse. Vous êtes bien, monsieur Valenti. J'admire tellement votre travail dans le secteur immobilier. » Flatté, le promoteur l'invita à se joindre à leur table. Eliane accepta avec un sourire calculé. La partie pouvait commencer. « Vous travaillez dans l'immobilier, madame ?»« Dubois », répondit-elle, utilisant un nom d'emprunt. « Emma Dubois. Je suis consultante en investissement pour des clients français intéressés par le marché romain. » La conversation se déroula exactement comme Eliane l'avait espéré. En 1 heure, elle avait gagné la confiance de Valenti, obtenu sa carte de visite personnelle et un rendez-vous pour discuter d'éventuelles collaborations. Plus important encore, elle avait subtilement orienté la discussion vers le projet que supervisait Marco, récoltant des informations compromettantes sur les arrangements financiers conclus. En quittant le restaurant, Eliane se sentit à la fois exaltée et effrayée par sa propre audace. Jamais auparavant, elle n'aurait imaginé se lancer dans une telle entreprise, jouant les espionnes amateurs avec un sang-froid qui l'étonnait elle-même. Les jours suivants furent consacrés à la compilation et à l'organisation de toutes les preuves recueillies. Assise à la petite table de sa chambre d'hôtel, Eliane assemblait méthodiquement les pièces du puzzle. Enregistrements audio, photos prises discrètement, copies de documents, transcriptions de conversations. Elle créa 3 dossiers distincts. Un pour Marco, détaillant sa relation avec Lucia et ses irrégularités professionnelles. Un pour Lucia, documentant sa double trahison avec Marco et Paolo Moretti. Et un dernier concernant le projet Valenti,
rassemblant les preuves de malversation qui pourraient intéresser les autorités italiennes. Un soir, alors qu'elle mettait la touche finale à son plan, son téléphone sonna. C'était Sofia. 3 semaines sans nouvelles, reprocha doucement sa sœur. J'étais morte d'inquiétude. Pardonne-moi, répondit Eliane. J'avais besoin de me concentrer. Tu me fais peur, Eliane. Ce silence, cette froideur, ce n'est pas toi. Eliane contempla son reflet dans le miroir en face d'elle. Ses traits s'étaient durcis. Son regard avait perdu de sa douceur habituelle. Peut-être que c'est la vraie moi, Sofia, celle qui refuse d'être une victime. Un silence inquiet accueillit cette déclaration. Puis Sofia demanda doucement « Que comptes-tu faire exactement ?»« Justice », répondit simplement Eliane. « À ma façon. » Après avoir raccroché, elle reprit son travail. Le lendemain, elle mettrait en œuvre la phase finale de son plan, la plus audacieuse, la plus risquée aussi. Mais elle était prête. Sur son lit, elle disposa 3 enveloppes scellées, chacune adressée à un destinataire différent, à ouvrir en cas d'échec de sa stratégie principale. Un plan B, une sécurité, une ultime carte à jouer si les choses tournaient mal. Dehors, Rome s'endormait sous un ciel étoilé. La même Rome qu'il avait vue arriver 3 ans plus tôt, pleine d'espoir et d'amour. La même Rome qui avait abrité sa désillusion et sa douleur. La même Rome qui, demain, serait le théâtre de sa renaissance. Eliane ferma les yeux, savourant par avance le moment où elle reprendrait le contrôle de son histoire, où elle passerait du statut de victime à celui d'actrice de son destin. Demain, murmura-t-elle dans le silence de sa chambre, comme une promesse à elle-même. Le siège du cabinet Moretti & Associés occupait le 2e étage d'un palazzo du XVIIIe siècle, à quelques pas de la Piazza del Popolo. Derrière la façade ocre au charme désuet, se cachait un espace intérieur résolument moderne, où verre et acier côtoyaient harmonieusement des fresques d'époque soigneusement restaurées. Eliane connaissait parfaitement les lieux, pour y avoir assisté à plusieurs cocktails professionnels au bras de Marco. Ce matin-là, cependant, elle y pénétrait sous une identité différente. Vêtue d'un tailleur gris anthracite et d'un chemisier blanc immaculé, ses cheveux courts désormais teints en blond cendré, elle avait l'allure d'une femme d'affaires venue pour un rendez-vous professionnel. À la réception, une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant leva les yeux vers elle. « Bonjour, je suis Emmanuel Leclerc, du cabinet d'architecte Baudin à Paris », annonça Eliane avec un accent français délibérément plus prononcé qu'à l'ordinaire. « J'ai rendez-vous avec Monsieur Moretti à 10h. » La réceptionniste consulta son agenda électronique, fronçant légèrement les sourcils. « Je ne vois aucun rendez-vous à ce nom, madame. » Eliane simula la surprise, puis la contrariété. « C'est impossible. J'ai confirmé par email hier encore. Je suis venue spécialement de Paris pour cette rencontre concernant la collaboration sur le projet de la Villa Médicis. » Le nom de ce prestigieux projet, qu'elle savait en cours de négociation grâce aux conversations interceptées dans son appartement, produisit l'effet escompté. La réceptionniste parut soudain hésitante. « Un instant, je vais vérifier auprès de Monsieur Moretti. » Tandis que la jeune femme décrochait son téléphone, Eliane balaya du regard le hall d'entrée, à l'affût du moindre visage connu. Marco était normalement en déplacement à Florence pour la journée. Elle avait soigneusement choisi cette date, mais une rencontre inopinée avec un autre collaborateur du cabinet aurait pu compromettre son plan. « Monsieur Moretti va vous recevoir », annonça la réceptionniste en raccrochant. « Si vous voulez bien me suivre. » Eliane fut conduite le long d'un couloir orné de maquettes architecturales sous cloche de verre, témoignage des réalisations prestigieuses du cabinet. Elle reconnut plusieurs projets auxquels Marco avait contribué, dont une reconversion d'usine en loft de luxe qui lui avait valu une mention dans une revue spécialisée. Paolo Moretti l'attendait debout derrière son imposant bureau en noyer. La cinquantaine élégante, cheveux poivre, aisselle impeccablement coiffée, costume sur mesure bleu marine, l'incarnation parfaite de l'architecte italien à succès. Ses yeux trahirent une légère confusion lorsqu'il l'accueillit. « Madame Leclerc, je présume ? Je dois avouer que je ne me souviens pas avoir confirmé un rendez-vous aujourd'hui. » Eliane sourit avec assurance, tendant une main ferme que Moretti serra machinalement. « Je vous prie d'excuser ce malentendu. Votre assistante parisienne a peut-être omis de l'inscrire à votre agenda. Mais puisque je suis là… » Moretti hésita, visiblement partagé entre l'agacement face à cette intrusion et la curiosité professionnelle concernant ce prétendu projet de collaboration. « Prenez place, je vous en prie », dit-il finalement en désignant un fauteuil en cuir face à son bureau. « Mais je ne dispose que de 20 minutes avant ma prochaine réunion. Ce sera amplement suffisant », répondit Eliane en s'asseyant avec grâce. Au lieu d'ouvrir la mallette professionnelle qu'elle avait apportée, elle posa sur le bureau une enveloppe Kraft scellée.
En réalité, monsieur Moretti, je ne représente aucun cabinet d'architecture parisien. Le visage de l'homme se figea. Pardon, qui êtes-vous exactement? Eliane retira lentement ses lunettes de soleil, dévoilant son regard. Nous nous sommes déjà rencontrés, bien que dans des circonstances différentes. Je suis Eliane Laurent, l'épouse de Marco Ricci. Moretti la dévisagea, stupéfait. La reconnaissance traversa progressivement son regard, malgré les changements dans son apparence. Madame Ricci? Mais je vous croyais à Milan pour plusieurs semaines encore. Et cette apparence, les circonstances m'ont contrainte à modifier mes plans, répondit-elle froidement. Quant à mon apparence, disons qu'elle me permet de me déplacer librement dans Rome sans être reconnue par ceux qui me trahissent. Le malaise s'installa instantanément dans la pièce. Moretti se redressa sur son siège, l'expression soudain méfiante. « Je ne comprends pas le but de cette mise en scène, madame. Si vous souhaitiez me rencontrer, un simple appel aurait suffi. » « Vraiment ?» Eliane désigna l'enveloppe qu'elle avait posée sur le bureau. « Même pour discuter de ceci ?» Moretti observa l'enveloppe sans la toucher, comme s'il craignait qu'elle ne contienne quelque substance dangereuse. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-la !» Après une hésitation, il s'exécuta, déchirant soigneusement le rabat pour en extraire plusieurs documents. Son visage passa de la curiosité à la stupeur, puis à une pâleur inquiétante au fur et à mesure de sa lecture. « Où avez-vous obtenu ces informations ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Cela a-t-il réellement de l'importance ?» répliqua Eliane. « L'essentiel, c'est que je possède désormais des preuves détaillées des malversations de Marco concernant le projet Valenti, les plans modifiés, les commissions occultes, les arrangements pour contourner les inspections de sécurité. » Moretti reposa les documents, passant une main tremblante sur son visage. « Madame Ricci, je vous assure que le cabinet n'est en rien impliqué dans ces irrégularités. Si Marco a effectivement agi de la sorte, c'est à titre strictement personnel. » « Je m'en doutais, » acquiesça Eliane. « Après tout, vous avez une réputation d'intégrité dans la profession. Ce serait regrettable qu'elle soit ternie par les actions d'un collaborateur indélicat, n'est-ce pas ?» La menace voilée n'échappa pas à Moretti. Il la fixa intensément, cherchant à comprendre ses intentions. « Que voulez-vous exactement ?»« Justice », répondit simplement Eliane, « mais pas de la manière dont vous l'imaginez peut-être. » Elle se pencha légèrement en avant, baissant la voix bien qu'ils fussent seuls dans le bureau. « Je sais également pour votre relation avec Lucia Moretti, votre cousine par alliance, si je ne m'abuse, celle qui entretient parallèlement une liaison avec mon mari. » Le choc se peignit sur le visage de l'architecte. Cette révélation semblait le frapper plus durement encore que les documents compromettants. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Lucia et Marco, vous devez faire erreur. »« J'ai des preuves de cela aussi, » affirma Eliane, implacable. « Des enregistrements, des photos, des témoignages. Leur liaison dure depuis 3 ans, pratiquement depuis le début de mon mariage. » Moretti s'affaissa dans son fauteuil, visiblement ébranlé. « Mon Dieu, je n'avais aucune idée. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Dehors, le bruit de la circulation romaine parvenait assourdi, comme le rappel d'un monde normal qui continuait de tourner malgré les drames personnels qui se jouaient dans ce bureau feutré. « Vous pourriez ruiner Marco professionnellement avec ces documents, » constata finalement Moretti. « Pourquoi cette rencontre? Que cherchez-vous à obtenir ?» Eliane sourit légèrement. « Je ne cherche pas à détruire la carrière de Marco. Du moins, pas encore. Ce que je veux, c'est votre coopération pour quelque chose de plus personnel. » Elle expliqua alors son plan, observant les réactions de Moretti qui passaient de la surprise à l'admiration réticente face à l'ingéniosité de sa stratégie. « C'est audacieux, » admit-il lorsqu'elle eut terminé. « Mais pourquoi devrais-je vous aider? Parce que si vous refusez, ces documents, » elle tapota l'enveloppe, « seront transmis dès demain matin aux autorités compétentes et à vos principaux clients. Le scandale qui en résultera éclaboussera inévitablement votre cabinet, même si vous n'êtes pas personnellement impliqué. » Moretti la considéra longuement, une nouvelle forme de respect apparaissant dans son regard. Marco m'a souvent décrit sa femme comme une personne douce et accommodante, presque effacée. Il s'est manifestement trompé. « Marco ne m'a jamais vraiment connue, » répondit Eliane avec un sourire triste. « Il a vu ce qu'il voulait voir, une épouse française qui pouvait servir ses ambitions professionnelles et lui ouvrir des portes. Jamais il n'a pris la peine de découvrir qui j'étais réellement. » Elle se leva, reprenant l'enveloppe qu'elle glissa dans sa mallette. « Je garde les originaux, bien entendu. Mais vous recevrez ce soir par coursier une copie complète du dossier, ainsi que les détails pratiques concernant notre arrangement. » Moretti se leva à son tour, l'expression grave. « Vous jouez un jeu dangereux, madame.
Valentine n'est pas un homme qu'on manipule impunément. Je ne suis plus la femme que j'étais il y a 1 mois, répondit Eliane avec une assurance tranquille. La trahison m'a transformée. Elle m'a appris que la confiance aveugle est une faiblesse, et que parfois, la meilleure défense est l'attaque. Elle tendit la main, que Moretti serra après une brève hésitation. Au fait, ajouta-t-elle en se dirigeant vers la porte, je vous conseille de réexaminer votre relation avec Lucia. La fidélité ne semble pas être sa qualité première. En quittant le cabinet d'architecture, Eliane ressentit un mélange d'exaltation et d'appréhension. La confrontation avec Moretti s'était déroulée exactement comme elle l'avait prévu, mais les prochaines étapes de son plan comportaient davantage d'inconnus, de risques potentiels. Son téléphone vibra dans son sac. Un message de Marco. « J'espère que tout se passe bien à Milan. Tu me manques. Je t'aime. » Elle rangea l'appareil sans répondre, le sourire aux lèvres. Plus que quelques jours, et elle n'aurait plus à supporter ses mensonges. Plus que quelques jours avant la confrontation finale, celle qu'elle préparait méticuleusement depuis des semaines. Rome semblait différente ce matin-là, comme si la ville elle-même était complice de sa métamorphose. Les façades des bâtiments resplendissaient sous le soleil printanier. Les fontaines chantaient une mélodie plus vive. Les passants lui semblaient plus réels, plus vivants qu'auparavant. Pour la première fois depuis sa découverte dévastatrice, Eliane se sentait vraiment exister, affranchie du rôle de l'épouse parfaite qu'elle avait si longtemps endossé. Qu'importèrent les conséquences de son plan, elle ne reviendrait jamais en arrière. Le restaurant Il Convivio Troiani, niché dans une ruelle discrète du centre historique de Rome, était réputé pour sa cuisine raffinée et son atmosphère feutrée. Ce soir-là, la table réservée au nom de Ricci occupait l'angle le plus intime de la salle principale, partiellement isolée par une élégante cloison en bois sculpté. Marco était arrivé le premier, nerveux et impatient. Il consultait frénétiquement son téléphone, vérifiant l'heure toutes les 2 minutes. Son costume gris anthracite, fraîchement repassé, contrastait avec son visage tendu. La veille, il avait reçu un message inattendu d'Eliane, annonçant son retour anticipé de Milan et son désir d'organiser un dîner familial pour partager une nouvelle importante. « Monsieur désire-t-il commencer par un apéritif en attendant ses invités ?» proposa le serveur. « Un Negroni, s'il vous plaît », répondit Marco, desserrant légèrement sa cravate. « Et apportez une bouteille de Brunello di Montalcino 2015 à température. » Les parents de Marco arrivèrent peu après, élégants et dignes comme toujours. Francesca Ricci embrassa tendrement son fils, tandis que Giuseppe, son père, lui donnait une vigoureuse accolade. Alors, cette surprise dont Eliane a parlé s'enquit immédiatement Francesca, toujours avide de nouvelles familiales. Elle n'a rien voulu me dire au téléphone. « Je suis aussi curieux que vous », admit Marco avec un sourire forcé. Elle a été très mystérieuse. Lucia fut la suivante à se présenter, magnifique dans une robe noire qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Marco se raidit imperceptiblement à son arrivée, échangeant avec elle un regard chargé de tension. « Quelle bonne surprise de te voir ici, Lucia !» s'exclama Francesca en l'embrassant chaleureusement. « Eliane t'a donc invitée aussi ?»« Oui, elle a insisté pour que je sois présente ce soir, » répondit Lucia avec un sourire qui ne parvenait pas à dissimuler entièrement son malaise. C'était inattendu. Paolo Moretti compléta l'assemblée quelques minutes plus tard, saluant formellement les parents de Marco, avant d'adresser un signe de tête tendu à Lucia et une poignée de main professionnelle à son employé. Un silence inconfortable s'installa autour de la table. Marco rompit la glace en servant le vin que le sommelier venait d'apporter, tentant maladroitement d'engager la conversation. « Paolo, comment avance le projet de la Villa Médicis ? J'ai entendu dire que les négociations progressaient de bien. » Moretti prit une gorgée de vin avant de répondre. « Effectivement, mais nous discuterons des affaires professionnelles une autre fois, si tu le permets. Ce soir est spécial, apparemment. » À 20h précises, Eliane fit son entrée. Marco, qui lui tournait le dos, ne la vit pas immédiatement. Ce fut la réaction stupéfaite de sa mère qui l'alerta. « Mon Dieu, Eliane, tes cheveux !» s'exclama Francesca, la main plaquée sur sa bouche. Marco se retourna brusquement. Sa femme se tenait là, méconnaissable et pourtant indéniablement elle-même. Ses longs cheveux bruns avaient laissé place à une coupe courte, moderne, teinte en blond cendré. Elle portait une robe rouge sang, d'une élégance sobre mais saisissante, qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Bonsoir à tous », déclara-t-elle d'une voix claire et posée. « Merci d'être venu. » Elle prit place à l'extrémité de la table, face à Marco, embrassant du regard l'assemblée désarçonnée. Personne ne semblait savoir comment réagir à cette transformation radicale. « Tu es... différente », balbutia finalement Marco, tentant un sourire.
Milan t'a métamorphosé. Que pas Milan, corrigea doucement Eliane. La vérité, c'est la vérité qui m'a transformée, Marco. Un silence pesant s'abattit sur la table. Giuseppe Ricci, mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. Alors, ma chère belle-fille, quelle est cette grande nouvelle que tu souhaitais partager avec nous? Eliane sourit, d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Patience, Giuseppe. Commandons d'abord, voulez-vous? Ce serait dommage de gâcher l'excellente cuisine de ce restaurant. Le repas commença dans une atmosphère tendue. Les conversations restaient superficielles, entrecoupées de silences inconfortables. Eliane, étrangement calme, participait poliment mais sans effusion, comme si elle observait la scène de l'extérieur. Lucia, assise entre Paolo et Giuseppe, évitait soigneusement le regard d'Eliane, se concentrant excessivement sur son assiette. Marco, quant à lui, vidait son verre de vin plus rapidement que de coutume, visiblement nerveux. Au moment du dessert, alors que le serveur déposait d'élégantes assiettes de tiramisu devant chaque convive, Eliane se redressa légèrement. « Je vous dois des explications », commença-t-elle, attirant immédiatement l'attention de tous, sur mon retour anticipé, sur mon changement d'apparence, et surtout, sur la raison de ce dîner. Elle sortit de son sac un petit objet noir que Marco reconnut immédiatement, le micro qu'elle avait dissimulé dans leur bibliothèque avant son départ. « Qu'est-ce que c'est » demanda innocemment Francesca. « Un dispositif d'enregistrement », expliqua calmement Eliane, « que j'ai placé dans notre appartement avant de partir pour Milan. » Le visage de Marco se décomposa. Il échangea un regard paniqué avec Lucia, qui avait soudain pâli. « Pourquoi aurais-tu fait une chose pareille » demanda Giuseppe, fronçant les sourcils. « Parce que j'avais des soupçons », répondit Eliane en fixant Marco droit dans les yeux. Des soupçons qui se sont malheureusement confirmés. D'un geste délibérément lent, elle sortit ensuite une enveloppe de son sac qu'elle posa sur la table. Dans cette enveloppe se trouvent des transcriptions de conversations entre Marco et Lucia, qui entretiennent une liaison depuis 3 ans, pratiquement depuis le début de notre mariage. La bombe était lâchée. Francesca laissa échapper un hoquet de stupeur. Giuseppe se figea, sa cuillère à dessert suspendue dans les airs. Paolo Moretti, étrangement, semblait le moins surpris de tous. « C'est ridicule », protesta faiblement Marco. « Tu délires complètement. »« Vraiment ?» Eliane sortit son téléphone et appuya sur une touche. La voix de Marco emplit l'espace, claire et distincte. « J'ai toujours su que c'était toi, Lucia. » Eliane n'était qu'un moyen d'avancer professionnellement, une porte d'entrée vers le marché français. La voix de Lucia lui répondait « Et maintenant qu'elle est à Milan, nous avons enfin du temps pour nous. » Eliane arrêta l'enregistrement. Un silence de mort régnait autour de la table. Francesca avait les larmes aux yeux, son regard allant de son fils à Lucia avec une expression d'incrédulité horrifiée. « Comment as-tu pu, Marco » murmura-t-elle finalement. « Nous t'avons élevé avec des valeurs, avec le respect de la famille. » Marco ne répondait pas, le visage livide, comme frappé de stupeur. « Ce n'est pas tout », poursuivit implacablement Eliane, se tournant cette fois vers Paolo Moretti. J'ai également découvert les arrangements frauduleux concernant le projet Valenti, les commissions occultes, les modifications illégales des plans, les inspections de sécurité contournées. Cette fois, ce fut au tour de Giuseppe d'intervenir, son visage rougissant de colère. Des malversations professionnelles, dans le cabinet que j'ai fondé avec mon propre père? Je peux tout expliquer, balbutia Marco, transpiration coulant désormais visiblement sur son front. Tu expliqueras tout cela aux autorités compétentes, déclara froidement Moretti, prenant la parole pour la première fois. J'ai déjà lancé un audit interne du cabinet. Ta suspension est effective dès demain matin. Lucia, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se tourna vers Eliane, les yeux brillants de larmes. Comment as-tu découvert tout ça? J'ai écouté les enregistrements 4 jours après mon départ, expliqua Eliane, et je suis revenue à Rome immédiatement. Pendant que vous pensiez que j'étais encore à Milan, j'observais, j'écoutais, je compilais des preuves. Elle se tourna vers Lucia, son regard se durcissant. « Tu étais ma meilleure amie, la personne en qui j'avais le plus confiance à Rome. Je suis désolée, » murmura Lucia, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Je ne voulais pas te blesser. »« Mensonge, » répliqua sèchement Eliane. « Tu n'es pas désolée d'avoir entretenu une liaison avec mon mari. Tu es désolée d'avoir été découverte. » Elle se tourna ensuite vers Marco, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Quant à toi, j'ai cru en nous. J'ai tout sacrifié pour te suivre à Rome, pour construire une vie ensemble. » Un silence lourd s'installa. Le restaurant continuait de fonctionner autour d'eux, serveurs empressés et conversations animées, formant un contraste saisissant avec le drame qui se jouait à leur table.
Qu'attends-tu de nous maintenant ? Demanda finalement Marco d'une voix brisée. Eliane le considéra longuement avant de répondre. Rien. Je n'attends plus rien de toi, ni de Lucia. Je voulais simplement que la vérité éclate, que vos mensonges soient exposés devant ceux que vous prétendez aimer et respecter. Elle se leva, majestueuse dans sa robe rouge, dominant la table de sa présence tranquille. Je dépose une demande de divorce dès demain. Quant au projet Valenti, j'ai transmis des copies du dossier à un journaliste d'investigation qui ne me semble pas particulièrement impressionné par les menaces de Valenti. L'article paraîtra dans 3 jours. Marco bondit de sa chaise. « Tu ne peux pas faire ça. Valenti est dangereux. J'ai pris mes précautions, » répondit calmement Eliane. Le dossier complet a été remis à mon avocat, avec instruction de le transmettre aux autorités si quoi que ce soit m'arrivait. Elle rassembla ses affaires, prête à partir. « Un dernier détail, Lucia, » ajouta-t-elle en bouclant son sac. « Paolo est au courant pour tes rendez-vous du mardi soir avec lui, alors que tu prétendais que Marco avait des réunions. Il sait tout. » Cette ultime révélation sembla anéantir Lucia, qui s'effondra sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Eliane se tourna vers les parents de Marco. « Francesca, Giuseppe, je suis navrée que vous soyez mêlés à tout ceci. Vous avez toujours été bons avec moi. » Puis, sans un regard pour Marco ou Lucia, elle traversa la salle du restaurant d'un pas assuré, la tête haute, sous le regard stupéfait des autres clients. Dehors, la nuit romaine l'accueillit, tiède et parfumée. Pour la première fois depuis des semaines, Eliane respira profondément, libérée d'un poids immense. Elle ne ressentait ni joie ni satisfaction à l'idée du chaos qu'elle laissait derrière elle, seulement un étrange sentiment d'apaisement. La vérité avait enfin éclaté, les masques étaient tombés. Un taxi s'arrêta à sa hauteur. À travers la vitre baissée, le chauffeur lui sourit. « Où puis-je vous conduire, madame ?» Eliane sourit en retour, un vrai sourire cette fois, qui illumina son visage. « À l'aéroport, s'il vous plaît, j'ai un vol à prendre. » Alors que le véhicule s'éloignait du restaurant, emportant Eliane vers un nouveau chapitre de sa vie, elle ne se retourna pas une seule fois. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée au restaurant Il Convivio Troiani. Paris accueillait l'automne avec une élégance mélancolique, les feuilles dorées des marronniers, tapissant les allées du jardin du Luxembourg, où Eliane avait pris l'habitude de se promener chaque matin avant de se rendre au travail. Le musée d'Orsay l'avait réintégrée à un poste plus important que celui qu'elle avait quitté 3 ans plus tôt. Directrice adjointe du département de restauration, elle supervisait désormais une équipe de 12 personnes et pilotait plusieurs projets d'envergure internationale. Ce matin-là, assise sur un banc face à la fontaine Médicis, elle parcourait distraitement les pages d'un journal italien qu'elle continuait de recevoir chaque semaine. Un petit article en bas de page attira son attention. L'entrepreneur Alessandro Valenti condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude et corruption. Un sourire fugace traversa son visage. La justice suivait son cours, lentement mais sûrement. L'article mentionnait également les complices de Valenti, dont un certain architecte M.R., qui avait écopé d'une peine avec sursis et d'une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Un message de Sofia. « N'oublie pas le déjeuner chez maman aujourd'hui. Elle a invité le fameux docteur Moreau dont elle n'arrête pas de te parler. » Eliane sourit, amusée par les tentatives maladroites mais touchantes de sa mère pour lui présenter des hommes depuis son retour à Paris. À 40 ans, fraîchement divorcée, sa mère la voyait déjà comme une cause désespérée à sauver d'urgence. « Je n'oublie pas, » répondit-elle. « Mais préviens maman que je ne viens pas pour un rendez-vous arrangé. » Le divorce avait été prononcé 3 mois après son départ de Rome, sans complications excessives. Marco, anéanti professionnellement et socialement par le scandale, n'avait pas contesté ses demandes. Leur appartement romain avait été vendu, les biens partagés équitablement. Une page tournée avec une efficacité clinique qui avait surpris Eliane elle-même. Elle n'avait jamais revu Marco ou Lucia. Les seules nouvelles qui lui parvenaient de Rome étaient les rares messages de Francesca Ricci, qui, contre toute attente, avait maintenu un contact discret avec elle. La mère de Marco, profondément déçue par les actions de son fils, semblait chercher une forme de rédemption dans cette correspondance sporadique. Eliane rassembla ses affaires et quitta le parc, se dirigeant vers la station de métro la plus proche. Son appartement, un 3 pièces lumineux dans le Marais, l'attendait pour une rapide préparation avant le déjeuner familial. En arrivant chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Le cachet postal indiquait Rome, mais ce n'était pas l'écriture de Francesca. Elle l'ouvrit avec précaution, en extirpant une lettre manuscrite et une petite clé USB. « Chère Eliane », commençait la lettre, « vous ne me connaissez pas, mais je suis Clara Bianchi, journaliste au Corriere della Sera
et auteur de l'enquête sur le scandale Valenti. Les informations que vous avez fait parvenir à notre rédaction ont été déterminantes. Je tenais à vous informer personnellement des derniers développements de l'affaire, que vous trouverez dans les documents joints. Avec ma profonde gratitude, Clara Bianchi. Eliane hésita un instant, puis inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Les fichiers contenaient des rapports détaillés sur les retombées judiciaires de l'affaire Valenti, bien plus approfondis que ce que la presse avait publié. Parmi les documents figuraient également des informations sur la situation actuelle de Marco et Lucia. Marco avait quitté Rome pour s'installer dans une petite ville du nord de l'Italie, où il travaillait désormais comme simple dessinateur pour une entreprise de mobilier. Lucia, quant à elle, avait perdu son emploi à la galerie d'art et était retournée vivre chez ses parents à Florence. Étrangement, ces nouvelles ne procurèrent à Eliane aucune satisfaction vindicative. Le temps avait émoussé sa colère, ne laissant qu'une indifférence teintée d'une vague mélancolie. Elle referma les fichiers sans les lire jusqu'au bout et rangea la clé USB dans un tiroir. Le passé appartenait au passé. Se préparant rapidement pour le déjeuner, elle opta pour une tenue simple mais élégante. Un pantalon noir, une chemise en soie crème et une veste structurée bordeaux. Ses cheveux, qui avaient repoussé depuis sa coupe drastique, formaient maintenant un carré mi-long qui encadrait harmonieusement son visage. Elle avait conservé la teinte blonde, symbole de sa métamorphose. En sortant de chez elle, elle croisa sa voisine, Madame Lefort, une octogénaire à l'esprit vif qui l'avait prise en affection. « Vous êtes ravissante aujourd'hui, ma petite », commenta la vieille dame. « Un rendez-vous galant ?» Eliane sourit. « Un déjeuner chez ma mère, avec un invité qu'elle meurt d'envie de me présenter. »« Ah, les mères !» s'exclama Madame Lefort avec un petit rire. « Toujours à vouloir arranger la vie de leurs enfants. Le mien a 53 ans, et je cherche encore à lui trouver une compagne convenable. » Elles rirent ensemble, puis Eliane prit congé, se dirigeant vers la bouche de métro. Le trajet jusqu'à la maison familiale dans le 15e arrondissement lui donna le temps de réfléchir à cette étrange journée où le passé semblait décidé à ressurgir. En arrivant chez sa mère, elle fut accueillie par les effusions habituelles. Sophia était déjà là, ainsi que leur père, qui avait fait le déplacement depuis Bordeaux, où il s'était installé après sa retraite. « Ma chérie !» s'exclama sa mère en l'embrassant. « Tu es splendide. Le docteur Moreau n'est pas encore arrivé. Tu es parfaitement à l'heure. » Eliane échangea un regard complice avec Sophia, qui leva les yeux au ciel avec une moue amusée. Pendant l'apéritif, son père l'entraîna sur le balcon, à l'écart des autres. « Comment vas-tu vraiment, ma fille ?» demanda-t-il doucement. Au-delà des apparences, Eliane contempla la vue sur les toits parisiens, réfléchissant à la question. « Je vais mieux, » répondit-elle finalement. Pas encore complètement guérie, mais en chemin. Son père posa une main affectueuse sur son épaule. La trahison laisse des cicatrices qui ne s'effacent jamais totalement, mais avec le temps, elles deviennent des marques de notre force, pas de notre faiblesse. Eliane acquiesça, émue par la sagesse simple de son père. « J'ai reçu des nouvelles de Rome aujourd'hui, » confia-t-elle. « Marco et Lucia ont payé pour leurs actes, d'une certaine façon. Et cela t'apporte-t-il la paix ?» Elle réfléchit un instant. « Non, pas vraiment, mais ce n'est plus important. J'ai compris que ma véritable vengeance, c'était de reconstruire ma vie, de redevenir moi-même. Une version plus forte et plus lucide de moi-même. » La sonnette retentit, annonçant probablement l'arrivée du fameux docteur Moreau. Avant de rejoindre les autres, son père l'arrêta une dernière fois. « Tu sais, Eliane, parfois les plus grandes blessures nous ouvrent à des possibilités que nous n'aurions jamais envisagées autrement. Garde ton cœur ouvert. » Malgré tout, le déjeuner se déroula dans une ambiance chaleureuse. Le docteur Moreau, contrairement aux craintes d'Eliane, se révéla être un homme cultivé et attentionné, sans cette insistance maladroite qu'elle avait appréhendée. Ils parlèrent d'art, de littérature, d'Italie aussi. Il y avait vécu plusieurs années dans sa jeunesse. « Vous retournerez un jour à Rome ?» lui demanda-t-il pendant le dessert. La question la prit au dépourvu. Elle n'y avait jamais réellement réfléchi. « Peut-être », répondit-elle finalement. « Rome ne se résume pas à mes mauvais souvenirs. C'est une ville que j'ai aimée profondément. » Après le déjeuner, alors que sa mère insistait pour que le docteur raccompagne Eliane, celle-ci déclina poliment, préférant marcher un peu pour profiter de cette belle journée d'automne. « Une autre fois, peut-être ?» proposa le docteur Moreau avec un sourire compréhensif. « Pourquoi pas ?» répondit Eliane, surprise par sa propre ouverture à cette possibilité. En marchant le long de la Seine, ses pensées dérivèrent vers l'avenir. Le musée lui avait proposé de superviser un partenariat avec la Galerie Borghese à Rome, un projet qui impliquerait plusieurs voyages en Italie au cours de l'année à venir.
Accepterait-elle de retourner dans cette ville qui avait été le théâtre de sa plus grande désillusion? La question restait en suspens, mais pour la première fois, elle envisageait cette perspective sans angoisse. Son téléphone vibra. Un message de Sophia. « Le docteur Moreau est charmant, avoue-le. Maman est aux anges. Dîner chez moi vendredi soir? J'ai une autre personne à te présenter. » Eliane sourit, amusée par l'insistance de sa famille à vouloir la voir « recasée », comme disait crûment son père. Elle répondit simplement « D'accord pour vendredi, mais juste pour le plaisir de ta compagnie. » Arrivée au pont des Arts, elle s'arrêta, contemplant les eaux de la Seine qui reflétaient le ciel d'automne. Un couple de touristes italiens passa près d'elle, la femme riant aux éclats à une plaisanterie de son compagnon. Eliane les observa s'éloigner, sans ressentir cette pointe de douleur qui l'aurait transpercée quelques mois plus tôt. Le temps faisait son œuvre, lentement, mais sûrement. La blessure se refermait, laissant une cicatrice qui, comme l'avait dit son père, témoignait désormais de sa force plutôt que de sa vulnérabilité. Elle reprit sa marche d'un pas décidé. Demain, elle donnerait sa réponse au musée concernant le projet romain, et cette réponse serait positive. Il était temps d'affronter les fantômes du passé, non plus pour se venger, mais pour se libérer complètement. Rome l'attendait, non plus comme le lieu de sa défaite, mais comme un nouveau territoire à reconquérir, sur ses propres termes, cette fois. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.